le challenge, d'une certaine manière, à relever va être compliqué parce que Eden, quand il présentait le rapport chargé-produit, on avait envie de l'emmener sur la plage pour le lire et en faire un roman de vacances. Donc, c'était vraiment, il nous communiquait une passion par rapport à ce rapport, ce qui était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je ne doute absolument pas qu'avec Grégoire, vous fassiez le même résultat. Mais je vous passe tout de suite la parole parce que je sais que votre agenda est aussi contraint. Et puis, on aura de toute façon l'occasion de pouvoir ensuite en discuter par l'intermédiaire des différentes questions que pourront vous poser les différentes personnes. Donc, on est plus de 200 à l'heure actuelle pour ce Café Nil. On est 400 inscrits. C'est un record historique. On est très, très fiers. Vraiment, merci de votre confiance. Et je vais maintenant demander à tout le monde de couper les caméras, de couper les micros, et puis on va vous écouter nous présenter le rapport chargé produit pour 2023-2024. Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors déjà, je suis ravie de trouver un public qui lit chargé produit sur la plage. Je dois dire que c'est assez rare. Donc, merci déjà pour ça. Donc effectivement, Hayden, hein, qui est un peu un des papas du chargé produit, est parti à la PHP, mais peut-être que Grégoire a eu le temps de vous le dire. Grégoire de Laganarie remplacera Hayden au département des études et des statistiques à compter de l'année prochaine. Et puis par ailleurs, Grégoire travaille aujourd'hui, il est le chef du département des produits de santé, et donc c'est lui qui présentera toute la partie relative aux produits de santé et à l'industrie pharmaceutique. Voilà pour la petite intro. Alors, bon, vous connaissez par cœur chargé produit, donc Hayden avait dû vous expliquer l'année dernière la manière dont le rapport a été un petit peu refondu autour de quelques grands fils rouges, etc. Donc, cette méthodologie, on l'a poursuivie cette année. En matière de dépenses, rapidement, puisque bon, les éléments financiers sont évidemment une partie importante, mais pas finalement ce qui était au départ, hein, évidemment, l'objet de chargé de produit, c'est-à-dire de présenter les prévisions, notamment de déficit de la branche maladie, ses charges, ses produits. Aujourd'hui, ça n'est qu'une petite partie du rapport. Néanmoins, c'est évidemment très intéressant puisqu'on est on a connu une période évidemment très compliquée au niveau des finances sociales. On a atteint un record historique de déficit de la branche maladie en 2020 avec le Covid à moins 30 milliards. C'était évidemment du jamais vu. On est encore en très fort déficit à 21 milliards pour 2022. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur une dynamique rassurante. On a c'est vrai, longtemps cru qu'on serait tendanciellement, structurellement très, très dans le rouge pendant de nombreuses années. Et là, on a des projections qui sont un petit peu plus optimistes, notamment, voilà, on a une perspective de déficit à moins 7 milliards l'année prochaine, alors ce qui est énorme, hein, quand vous regardez en comparaison historique, c'est très important, mais ça fait quand même une amélioration évidemment notable, et puis on espère se rapprocher le plus possible de moins 5 milliards, moins 4 milliards voilà, dans les années qui suivront. En macro, pas de grands changements de tendance par rapport à ce que vous connaissez, hein, à savoir que les maladies chroniques, et c'est un peu la beauté de la cartographie qui a été créée par l'assurance maladie, la cartographie des pathologies qui permet de voir que 2/3 des dépenses sont imputables à un tiers des assurés, et donc on a bien en France un système des dépenses d'assurance maladie qui sont très fortement tirées par les gens qui sont vraiment malades. Donc ça paraît trivial de le dire, mais je pense que c'est un message qui est important. Et c'est vrai que ces données-là de cartographie, jusqu'à présent, on les présentait une fois par an de manière un peu statique, justement à l'occasion du chargé produit, mais maintenant vous aurez le bonheur de pouvoir consulter une partie de ces données en open data, puisque l'assurance maladie est en train progressivement de mettre à disposition sur son site voilà, un certain nombre de pans, j'allais dire, de données en data visualisation. Donc on a sorti l'année dernière data pathologie, on vient de sortir data professionnelle de santé. Et donc, alors il y a encore plein de choses dans le SNDS et dans tout ce qu'on peut consolider nous, au niveau national, qui pourra encore être mis
mis en exergue, mais on a déjà, avec ces 2 outils-là, vous avez déjà la possibilité de faire, des croisements, des recherches, extrêmement intéressantes pour, comprendre, notre système de santé, à la fois, son offre et sa demande. Si je poursuis, sur la data professionnelle de santé, juste comme c'est un peu notre bébé là, puisqu'on vient de le sortir. Ce qui est intéressant, sur les professionnels de santé, sur la cartographie des professionnels de santé, c'est que vous pouvez de manière interactive, regarder. Donc on a, 32 spécialités, qui ont été retenues. On a tous les professionnels de santé libéraux, hormis les pharmaciens et les biologistes pour lesquels, c'est un travail un petit peu différent, donc on fera sans doute, dans les années qui viennent. Et vous avez ensuite, la possibilité vraiment d'avoir voilà, une forme d'image, assez précise de la profession, à la fois son évolution, dans le temps, sa rémunération, ce qu'elle, représente en matière de dépenses pour l'assurance, maladie, ce qu'elle prescrit. Et puis évidemment, ça décliné au niveau, national, mais aussi décliné au niveau, territorial par département, et donc ce qui permet de faire des comparaisons et de comprendre un peu la manière dont à la fois les professionnels, s'installent, dans les différents territoires, et puis, les différences de pratiques, que l'on peut identifier. Et donc tout ça maintenant est mis en open data, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, intéressants dont peuvent se saisir évidemment les acteurs du système de santé, mais aussi les élus. Enfin voilà, ça a vocation, aussi à faire partie du débat, démocratique, que d'avoir, tous ces éléments, j'allais dire à portée de main. Peut-être encore sur la partie un peu descriptive, je voulais insister sur 3 choses. On revient dans le rapport Sargé-Produit sur, les CPTS, donc tout ce qui est exercice coordonné et la manière dont on avance, sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on a 45 du du territoire qui est couvert, des assurés qui sont couverts, et on est sur une dynamique, qui nous laisse penser que, d'ici la fin de l'année, ou un tout petit peu plus, on sera à 75 des assurés, couverts par une CPTS. Donc on est sur une vraie dynamique, j'allais dire enthousiasmante, sur, l'exercice coordonné. La deuxième chose, c'est que comme l'année dernière, c'était une petite innovation, on affiche des indicateurs de santé publique, avec à la fois l'historique, et l'objectif. Alors l'objectif, évidemment, il est relatif, donc on a souvent pris, des objectifs qui étaient soit ceux fixés par l'OMS, soit ceux fixés au niveau, européen. Et donc, sans surprise, hein, vous retrouvez, des éléments que vous connaissez, à savoir que l'on est, très en retard sur, le dépistage, cancer, par exemple, que, l'on est en France des gros fumeurs, des gros buveurs, bref, pas mal d'indicateurs de santé publique, qu'on s'efforce de suivre, et sur lesquels on va essayer d'avoir, voilà, un un impact, puisque c'est bien ça l'objectif, hein, de charger produit, c'est de pouvoir aussi évaluer, la qualité de nos politiques publiques. Et donc évidemment, une des choses, les plus importantes à regarder, c'est, l'état de santé de la population, française. Dernière chose enfin sur la partie, peut-être constat, j'attire votre attention là-dessus, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas nécessairement beaucoup parlé au moment de la sortie du rapport. Vous savez que l'année dernière, on avait pas mal travaillé sur les impacts du retard, des prises en charge avec le Covid, et notamment le retard, hein, des prises en charge, chirurgicales. Et donc on avait noté, hein, qu'il y avait un voilà, un un retard de soins, un retard de date, en matière de chirurgie, qui n'avait pas été rattrapé. Donc là, on a retrouvé en termes d'activité chirurgicale le niveau, d'avant-crise, donc de 2019, mais on est encore en deçà, de ce que devrait être entre guillemets l'activité, chirurgicale, si elle avait suivi son tendanciel, normal, j'allais dire, pendant les années, Covid. Ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que par exemple, sur toutes les interventions relatives au cancer, on a rattrapé le cumul de retard, et donc les interventions, ont fini par, se faire. Donc avec retard, elles ont fini par se faire. Donc là, on a à peu près rattrapé notre retard. En revanche, on a un certain nombre d'interventions pour lesquelles, voilà, on a encore un niveau très, très en deçà, de ce qu'aurait dû être le tendanciel. Et je pense que ça, donc c'est évidemment un peu plus technique, un peu plus, ça s'adresse, davantage, à vraiment aux experts de la santé, et puis évidemment à la profession,
des chirurgiens, mais aux établissements, etc. Je pense que c'est intéressant cette partie-là de la regarder dans charge de produit, puisque on n'en a pas tiré, nous, de conclusion autre j'allais dire un bilan à plat et le fait que voilà, on vous faisait part des données telles qu'on les voyait. La question de savoir comment voilà, ces retards encore sur certains actes chirurgicaux peuvent être interprétés, quels sont leurs impacts sur la santé des Français, c'est des choses qu'il faudra qu'on continue de regarder et que je vous invite à regarder pour évidemment les professionnels qui sont concernés. Alors je démarre par la partie, donc ça c'était l'intro un peu macro, un peu globale. Alors ensuite, vous l'avez vu, hein, dans la structure de charges et produits, on a quelques grands items. Le premier item étant la santé publique et la prévention, qui a pris beaucoup de poids, j'allais dire, nous au niveau de l'assurance maladie aussi en termes d'action. C'est vrai qu'on n'était pas nécessairement l'acteur principalement, un acteur principalement positionné sur la prévention, ce qui évidemment peut poser question, puisque voilà, quand on travaille à l'efficacité médico-économique d'un système de santé, on sait bien que c'est en faisant davantage de prévention qu'on arrive à avoir des effets de long terme. Mmh. Et c'était un peu la logique qui a été construite ces dernières années, c'était d'arriver à la fois à porter des mesures d'efficience de court terme, donc lutte contre la fraude, réduction des actes inutiles, etc., mais d'avoir une vision aussi plus long-termiste sur les pathologies chroniques, sur la prévention, pour justement avoir un système plus efficient, voilà, à moyen terme ou long terme. On a fait quelques zooms, un zoom très intéressant sur le diabète. Donc le diabète, l'année dernière, vous vous souvenez, on avait fait, Aiden avait beaucoup travaillé avec les équipes sur l'insuffisance cardiaque. Donc on avait Oui. notamment, hein, vous vous en souvenez, enfin, les statisticiens de la maison avaient, entre guillemets, caractérisé les différents stades auxquels les populations atteintes d'insuffisance cardiaque étaient diagnostiquées et l'impact que ça avait en termes d'hospitalisation et de crise aiguë, ce qui nous a permis d'engager le parcours sur l'insuffisance cardiaque. Donc, vous avez sans doute vu les premières actions, notamment la campagne télé qui est sortie en septembre dernier avec voilà, le mime qui a un cœur voilà, qui dit de faire attention aux signaux qui pourraient évoquer une insuffisance cardiaque et d'aller chez le médecin. Et donc, en fait, derrière cette campagne grand public et de sa sensibilisation grand public, on a par ailleurs déployé des outils diagnostiques au niveau des territoires. On va déployer là un profil par médecin. Et puis, pour les patients qui sont diagnostiqués, un outil aussi sur les habitudes de vie qu'il faut adopter pour éviter les décompensations et les hospitalisations. Donc là, cette année, on a regardé la partie diabète. Alors, on le sait, hein, le diabète, le nombre de personnes diabétiques augmente en France et va encore continuer d'augmenter fortement, avec une estimation à horizon 2027 de plus 520 000 patients diabétiques, dont 500 000 de type 2. On remet, mais ce n'est pas une découverte, évidemment c'est une pathologie qui est marquée par un fort gradient social. Ce qui est intéressant et ce sur quoi on a beaucoup travaillé cette année, c'est sur les niveaux de sévérité. Donc, vous savez que dans le diabète, il y a 4 niveaux de sévérité. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que 30% des diabétiques étaient diagnostiqués au stade 3 de la maladie. Donc, le stade 3 de la maladie, ça veut dire que vous avez déjà un traitement et vous avez des complications, sachant que le stade 4, hein, qui est le dernier stade, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale et l'amputation. Et donc, on est juste avant ce stade-là, donc des patients qui sont quand même extrêmement malades et donc qui ne sont diagnostiqués qu'à ce moment-là, qu'à cette étape de leur maladie. Donc, on voit bien qu'on a un progrès considérable à faire pour avoir un diagnostic le plus précoce possible, puisque, comme tout le monde le sait évidemment ici, plus on prend en charge les patients tôt, meilleure sera leur espérance de vie en bonne santé, ou en tout cas avec la meilleure santé possible. Et donc, une des préconisations qu'on fait, c'est d'organiser un dépistage organisé
universelle du diabète de type 2 chez les 45 ans, 50 ans à risque. Donc, un outil qui s'appelle FinRisk, qui est un outil international qui permet d'établir votre niveau de risque en fonction de vos habitudes de vie, de caractéristiques morphologiques, etc. Et en fonction de ça, l'objectif, c'est voilà, de diagnostiquer et d'organiser un dépistage systématique donc en laboratoire du diabète chez les personnes présentant un scoring élevé pour la population 45-50 ans. Et cet élément-là, il pourra aussi s'inscrire dans les grands rendez-vous de prévention sur lesquels le ministère de la Santé travaille. Alors, une autre de nos mesures un peu phares cette année, c'est ce que l'on propose sur l'APA, l'activité physique adaptée. Alors, on a de longue date, évidemment, des travaux sur l'activité physique adaptée. On a eu beaucoup d'articles 51 sur le sujet, dans certains types de parcours, etc. Il y a eu des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et donc, on propose cette année d'engager un premier vrai remboursement qui ne soit pas expérimental, mais qui soit bien ouvert à toute une catégorie de patients. On propose au pouvoir public de démarrer avec deux types de patients, les patients ayant un cancer et les patients diabétiques, puisque sur ces deux populations-là, on a déjà suffisamment de recul en matière d'impact de l'activité physique adaptée. Et donc, on va proposer d'avoir une prise en charge de l'APA avec un cycle de prise en charge sur 3 mois, renouvelable une fois, au sein de structures pluridisciplinaires qui ont la compétence pour faire cet accompagnement de l'activité physique adaptée, sachant qu'on précise bien dans le rapport qu'évidemment, l'activité physique adaptée, c'est quelque chose de très particulier. Donc, ça s'adresse au sein de la population des patients en affection longue durée, par exemple, uniquement aux patients qui ne sont pas en mesure de faire de l'activité physique par eux-mêmes et donc qui ont besoin d'avoir un accompagnement par un professionnel de santé. Et plus généralement, on rappelle l'importance de l'activité physique à tous les âges de la vie, son impact sur la santé, évidemment. L'assurance maladie n'a pas vocation à rembourser des abonnements dans des salles de sport pour tout le monde, mais l'APA, le vrai APA, j'allais dire, c'est-à-dire avec des professionnels formés, on sait voilà, que ça a un impact très favorable pour les patients qui sont éligibles à ce type de prise en charge. Alors sur l'insuffisance cardiaque, j'en ai parlé rapidement. Ensuite, on a sur le cancer, alors pas de grande annonce, mais peut-être rappeler que l'assurance maladie va reprendre à partir de janvier 2024 tout le système d'invitation et de relance sur les 3 dépistages organisés, donc cancer, utérus et sein. L'objectif, c'est qu'on utilise en fait la grosse machine assurance maladie, ses données et puis sa capacité en fait logistique d'invitation, de relance par SMS, d'appel individualisé, qui a été mise en place au moment du Covid sur la vaccination et qu'on transpose ce dispositif qui a quand même très bien fonctionné pour faire le gros œuvre, j'allais dire, sur les invitations auprès des patients qui sont en âge d'être dépistés, dont on constate, nous, dans nos données, qui sont en retard de dépistage, sachant que ça permettra aussi aux acteurs au niveau du département, donc les CRCDC, les ARS, enfin, tous les professionnels du territoire, de se concentrer sur des actions d'aller vers au niveau plus collectif, au niveau au niveau populationnel. Donc nous, on fera les invitations individuelles et puis ça permettra aussi de recentrer, entre guillemets, l'action du terrain sur ce qui relève vraiment du terrain, c'est-à-dire d'aller cibler les foyers, les quartiers, etc., où il faut qu'on mette en place des dispositifs un peu ad hoc d'aller vers de dépistage sur place. Sur la santé mentale, donc on propose d'augmenter l'offre de Mon Soutien Psy. Donc Mon Soutien Psy, qui est un dispositif qui fonctionne très bien, en tout cas pour lequel la demande est très importante. Et donc on a aujourd'hui un peu plus de 2000 psychologues cliniciens qui sont conventionnés, sont extrêmement sollicités. On a près de 30 000 médecins libéraux qui ont déjà fait appel au dispositif pour un de leurs patients. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir une offre qui, en fait, match cette demande, puisque les psychologues qui sont conventionnés aujourd'hui sont
sursollicités par rapport, évidemment, à ce qu'ils peuvent proposer. On a encore beaucoup de psychologues cliniciens qu'on aimerait pouvoir embarquer dans le dispositif. Donc ça va faire l'objet de travaux dans les prochains mois. Et puis, on a aussi une recommandation sur le repérage des troubles psychiques chez les jeunes, avec tout ce qu'on a mis en place sur le secours en santé mentale et le fait de former des personnes voilà, au secours en santé mentale, à la fois dans les milieux étudiants et dans les milieux professionnels. Dernière chose peut-être sur la partie prévention et santé publique, même s'il y a plein d'autres choses. C'est un de nos blockbusters cette année, ça concerne la santé bucco-dentaire. On le sait, hein, en France, on n'est pas très bon, enfin, historiquement pas très bon sur les soins dentaires, pour des raisons financières, puisque c'était un champ de la santé qu'on couvrait relativement mal. Heu et puis, par ailleurs, parce qu'on est pas très bon, en fait, sur la prévention, en matière dentaire. Et c'est vrai que quand on se compare aux autres pays européens, on se rend bien compte que, on est quand même très, très en deçà de notre potentiel, en matière de pertinence médico-économique sur le champ, dentaire. Et donc on a quelques chiffres dans le rapport qui sont assez, éloquents, notamment le fait que l'indice carieux à 12 ans, il est 2 fois plus élevé en France, qu'en Allemagne. Le fait que les soins conservateurs, quand vous regardez la part des soins conservateurs sur l'ensemble des soins dentaires, ils ne représentent que 47 en France contre 75 en Allemagne et 94 en Suède. Ça veut dire qu'en Suède, vous avez 94 des soins qui sont des soins conservateurs, donc caries, et cetera, et vous avez que 6 des soins qui sont des soins sont des soins prothétiques. Alors qu'en France, la majorité des soins sont des soins prothétiques. Et donc, d'une certaine manière, sur le sujet dentaire, on a avancé en plusieurs étapes. Il y a eu la très grosse réforme de 2020, qui est la réforme du 100 santé. Donc la réforme du 100 santé, c'est quoi? C'est le fait de se dire sur les soins dentaires, les audioprothèses et les lunettes, chacun fait un effort pour permettre d'offrir des soins qui soient intégralement remboursés. Et donc, les professionnels ont accepté de plafonner leurs tarifs. L'assurance maladie a augmenté son niveau de remboursement et les complémentaires santé se sont engagés à couvrir le différentiel. Donc, il y a eu un effort collectif qui a permis le 100 santé. Et sur les soins prothétiques, on a vu une explosion du recours aux soins prothétiques. Et donc, il y avait bien euh, besoin, hein, c'est-à-dire du renoncement aux soins en matière de prothèses en France. Et donc, cette réforme, elle a été très importante pour réduire les inégalités sociales de santé au niveau de l'accès à ces soins lourds dentaires. Et évidemment, le fait d'avoir une prothèse, en tout cas, le fait de couvrir correctement les soins prothétiques en France n'est pas une fin en soi. Et donc, on voit bien maintenant la deuxième marche qui est devant nous, c'est d'arriver à nous rapprocher le plus possible des autres pays européens et donc à investir massivement sur la prévention et progressivement inverser le rapport entre la part des soins, en tout cas de la prise en charge plus prévention et soins conservateurs par rapport aux soins prothétiques. Et en fait, c'est pas si facile que ça, puisque aujourd'hui, évidemment, tout l'équilibre économique d'un cabinet dentaire, il fonctionne autour des soins prothétiques qui sont mieux rémunérés. Et si on voulait vraiment inverser la tendance, il faudrait en fait, qu'on paie les soins conservateurs au même prix que les soins prothétiques. Et ça, on est dans l'incapacité de le faire. Je veux dire, pour l'ensemble de la population, ça coûte trop cher. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si l'assurance maladie, elle a beaucoup investi ces dernières années sur les soins conservateurs, on a encore du mal à observer une bascule entre les soins prothétiques et les soins conservateurs. Et donc là, ce qu'on propose, c'est de travailler sur une cohorte, donc notre génération sans carré, et pour les 3-24 ans, de nous concentrer sur cette population-là et en fait de mettre le paquet à la fois en matière de promotion de la santé, d'aller vers, etc. Et puis aussi en matière de dépistage, en passant le bilan qui a lieu tous les 3 ans, en faisant un bilan annuel pour, les enfants, en prenant en charge la totalité des soins pour cette cohorte-là, à des tarifs qui sont des tarifs très incitatifs pour les dentistes. Et donc, on a, à défaut de le faire, j'allais dire, pour toute la population, on se concentre sur les enfants, les adolescents et les jeunes. On met vraiment le paquet et cette cohorte, elle va augmenter d'une année chaque année. Et donc, cette génération-là, si
nos calculs sont bons, c'est-à-dire si on arrive collectivement, à la fois les organismes complémentaires, l'assurance maladie, les dentistes, l'éducation nationale, si on arrive vraiment à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire dépister 100% des enfants chaque année et faire de la promotion de la santé, c'est une génération qui n'aura pas de carie et qui n'aura pas de prothèse à terme. Donc là, on est vraiment dans une logique médico-économique qui doit faire ses preuves d'ici 10 à 20 ans. Donc on se projette sur le long terme, mais en même temps, l'impact est potentiellement extrêmement fort en matière de santé publique et en matière de dépenses pour l'assurance maladie et puis pour les complémentaires santé. Voilà pour la partie santé publique. Je vous propose de passer la main à Grégoire de Laganerie, puisque j'ai beaucoup parlé, faire un peu une pause. Ok, Donc bonjour. Grégoire, je te laisse la parole Ouais. sur toute la partie des médicaments. Oui, très bien. Merci Marguerite. Merci. Grégoire, bonjour à tous. avec plaisir. Oui, tout à fait. Donc sur le médicament, il y a 3 études spécifiques sur le médicament dans ce rapport chargé-produit et une étude sur la dispensation des médicaments et plus sur donc, les pharmaciens d'officine. Donc tout d'abord sur les médicaments, la première étude, donc c'est la publication du 2e observatoire des délais d'accès aux médicaments, donc en collaboration pour cette année avec la Haute Autorité de Santé. Donc c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec la Haute Autorité de Santé afin notamment de sélectionner donc, des molécules, donc 30 molécules qui apportaient un progrès thérapeutique. Donc pour les initiés, des améliorations du service médical rendu importantes, modérées et mineures. Ce qui permet véritablement de mesurer finalement l'accès au progrès thérapeutique pour les patients et dans quel délai. Donc, ce qu'on a pu observer sur ces 30 produits, c'est tout d'abord que 17 de ces produits ont bénéficié de l'accès précoce. Et donc, on a un dispositif d'accès précoce qui remplit ses fonctions puisqu'il permet pour les thérapeutiques notamment qui n'ont pas d'alternative d'avoir un accès très rapide puisque en moyenne ces produits ont été disponibles 37 jours avant leur autorisation de mise sur le marché. Donc c'est vraiment un résultat extrêmement satisfaisant. En comparaison, par exemple, en Allemagne, aucun de ces produits n'avait bénéficié d'accès précoce, seuls 5 en Angleterre et 6 avec un financement entièrement public en Espagne. Donc un premier constat sur les médicaments avec des progrès qui apportent un progrès thérapeutique, le dispositif d'accès précoce apporte une véritable solution et une véritable réponse aux attentes des patients. Ensuite, ce qu'on a essayé de regarder, c'est sur les médicaments innovants et donc les médicaments notamment avec une amélioration du service médical rendu modéré et importante. Et là, on se rend compte qu'on a des délais d'accès qui sont assez comparables à ceux de nos voisins avec qui l'étude a été menée, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, avec des délais inférieurs à 100 jours, de 84 jours en moyenne, dès l'obtention de la MM en médiane, avec en comparaison, l'Allemagne est par exemple à environ 40 jours en moyenne et en Angleterre, on est au-delà de 200 jours. Donc, on voit que sur les médicaments les plus innovants, on a encore là des délais d'accès qui sont satisfaisants. On a essayé de regarder justement pour cette année également, du fait de notre collaboration avec la Haute Autorité de Santé, de nous comparer par rapport à nos voisins européens sur les délais d'évaluation. C'est-à-dire le délai mesuré entre l'autorisation de mise sur le marché et l'avis d'évaluation. C'est vrai que là, on a des résultats qui sont aussi extrêmement satisfaisants, avec des délais comparables à nos voisins européens, aux alentours de 200 jours. Et par ailleurs, sur les médicaments les plus innovants, on a des délais inférieurs à nos voisins européens, avec 187 jours en moyenne de délai d'évaluation, contre par exemple 220 jours en Allemagne, 240 jours en Espagne et 358 jours en Angleterre. Donc, là encore, des résultats satisfaisants. Donc ça, c'est la première étude donc, qui est le 2e observatoire des délais d'accès. Donc c'est aussi l'idée de chargé produit, c'est de, comme on a pu l'évoquer sur la financiarisation, c'est de créer des observatoires pour ensuite donner dans le débat public, fournir dans le débat public des données objectives sur des thématiques extrêmement importantes pour les patients et pour le secteur de la santé. Deuxième étude
également assez original et qui, je pense, était attendu par beaucoup d'acteurs, notamment du médicament, c'est l'évolution des dépenses de médicaments en prenant en compte les remises, puisqu'on sait que depuis 2017, les remises négociées entre le Comité économique des produits de santé et les industriels ont explosé. Elles ont été multipliées par plus de 4. Elles sont passées de 1,4 milliard d'euros à presque 5,8 milliards d'euros. Donc, on est sur des niveaux extrêmement importants. Donc, l'idée de cette étude, c'est de neutraliser l'effet de ces remises pour essayer de véritablement caractériser l'évolution des dépenses de médicaments entre 2017 et 2022. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une croissance soutenue de 1,1% en moyenne par an sur cette période, avec deux périodes. Une période 2017-2019 où la croissance a été faible, notamment du fait d'une faible arrivée d'innovation sur le marché. Et depuis 2020, là par contre, on a vraiment une explosion donc, des dépenses de médicaments liées à l'arrivée des innovations et notamment des médicaments avec une amélioration du service médical rendu modérée ou importante qui représente sur la période plus de 2,3 milliards d'euros d'évolution de dépenses. Ce qu'on a pu isoler également, c'est l'impact, et je pense que c'est aussi une des conclusions de cette étude importante, c'est l'impact sur les dépenses de médicaments des produits avec une amélioration du service médical rendu mineur, donc les ASMR4, qui contribuent à 1,6 milliard d'euros d'évolution des dépenses sur la période, avec une évolution en ville de plus de 20% des coûts de traitement par patient pour ces médicaments-là. Et donc, on a une sorte quand même une croissance de la dépense qui est certes concentrée sur l'innovation, mais aussi concentrée sur des produits qui ont une amélioration du service médical rendu qui est mineure. Et c'est aussi s'interroger sur cette dynamique pour pouvoir financer à la fois l'innovation, mais aussi les produits matures, puisqu'on a aussi cette problématique-là. Comment s'interroger aussi, on essaye de s'interroger sur le financement de ces médicaments-là avec une amélioration du service médical rendu mineur et qui ont eu une évolution de leur coût de traitement, notamment en ville, qui a été extrêmement forte sur la période. Et donc, sur cette étude, on a fait différentes propositions, notamment pour garder l'excellence française, je pense, en termes de médicaments innovants, en termes de délai d'accès, en termes d'accès aux patients et puis en termes de financement. Une réflexion sur les médicaments matures pour notamment pouvoir pallier les pénuries de médicaments, notamment en incitant les industriels à poursuivre leur production, notamment quand ils ont dans leur portefeuille à la fois des médicaments matures et des innovations qui sont financées, comme on a pu le dire, de façon extrêmement importante sur la période 2017-2022. Et puis également de s'interroger sur la tarification des médicaments qui ont une amélioration du service médical rendu mineur. Tous ces éléments-là viennent nourrir le débat aussi sur le nouvel accord cadre qui sera négocié entre les industriels et le Comité économique des produits de santé l'année prochaine. Enfin, une dernière étude, une dernière analyse dans le cadre du rapport chargé produit, qui est une analyse, un pan nouveau mais extrêmement important pour l'assurance maladie, qui est celui de l'écologie et de la transformation écologique de notre système de santé, avec notamment un constat, l'association du Shift Project avec qui nous travaillons, qui estime que le secteur de la santé donc, est responsable de 8% des émissions de CO2 en France, et les médicaments et dispositifs médicaux représentent 50% donc, de ces émissions. Donc on a un vrai travail à faire pour intégrer dans la prise en charge de ces produits de santé leur impact écologique. Donc, il y a des propositions, en tout cas, qui sont faites dans le rapport, à la fois en termes d'intégration dans la tarification du coût carbone de ces produits-là, mais également aussi s'interroger sur finalement des dispositifs vertueux qui viseraient à réutiliser les produits de santé qui auraient été utilisés, qui pourraient être récupérés et remis dans le circuit. Je pense que c'est des dispositifs qui peuvent être gagnant-gagnant, à la fois pour l'écologie, pour la planète, pour le système de santé. Et donc, on fait des propositions ambitieuses sur ces deux sujets. Enfin, une analyse, donc, comme je le disais, sur les pharmaciens d'officine et notamment sur les pharmacies. Donc, c'est tout d'abord l'occasion de faire un bilan de la première année de mise en œuvre de la nouvelle convention entre l'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine. Donc, c'est un bilan, je dirais, extrêmement positif avec des pharmaciens d'officine qui ont largement relevé le défi de la prise en charge, de l'intégration dans leur pratique des nouvelles missions qui ont été mises en œuvre dans cette convention. Donc, on a, par exemple, sur les rappels vaccinaux, 250 000 patients qui ont déjà été vaccinés dans ce cadre-là.
sur le dépistage du cancer colorectal, 420 000 kits de dépistage qui ont été délivrés par les pharmaciens d'officine avec un taux de transformation de ces kits extrêmement élevé aux alentours de 70%, donc un dépistage efficace et un dispositif efficient. Et ensuite, une montée en charge sur certains dispositifs, typiquement sur les TROD Angine, où on a plus de 6 000 officines maintenant qui réalisent des TROD Angine contre 2 000 en fin d'année dernière. Donc, je dirais les pharmaciens d'officine qui confirment leur nouvelle place dans le système de santé, au cœur du système de santé qu'ils ont pu notamment prendre dans le cadre de la crise du Covid. Il y a une analyse en parallèle qui est menée notamment sur la situation financière des officines, hein, donc au regard de ces nouvelles missions qui doivent contribuer également au dynamisme de leur rémunération. On constate que sur la période 2019-2022, on a une dynamique assez forte, hein, de la rémunération des pharmaciens d'officine aux alentours de 3,2% par an en moyenne. À cela s'ajoute évidemment une rémunération exceptionnelle Covid de 3 milliards d'euros en 2021-2022 et donc une rémunération moyenne des officines qui a fortement augmenté. L'analyse, je dirais, qui est un peu l'approfondissement de cette analyse dans le cadre du rapport chargé produit, je vous en laisserai prendre connaissance, mais c'est vrai qu'il y a toute une analyse aussi sur la répartition et l'homogénéité finalement de la répartition de ce dynamisme de la rémunération. Et ce qu'on a pu constater, c'est que, mis à part le Covid, qui a plus fortement en tout cas bénéficié aux officines dans les centres-villes, on a une dynamique de la rémunération des officines et notamment sur leur, je dirais, sur leur métier historique de dispensation de médicaments, un dynamisme qui se retrouve quel que soit le lieu d'implantation de l'officine, mais également quelle que soit la taille de l'officine en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, des conclusions qui sont encourageantes et qui nous poussent finalement dans ce rapport à faire des nouvelles propositions assez fortes pour poursuivre le développement du métier du pharmacien et la place finale et confirmer la place au cœur du système de santé, au cœur de la prise en charge du patient pour les pharmaciens d'officine, avec à la fois la possibilité de prescrire des antibiotiques suite à un TROD Angine positif ou à une bandelette urinaire positive. Donc c'est vrai que c'est une proposition extrêmement forte de l'assurance maladie pour confirmer ce nouveau rôle finalement du pharmacien et faciliter également le parcours du patient ou de la patiente dans le cadre de ces deux pathologies. Et puis également, on propose de poursuivre finalement le développement des accompagnements, notamment avec les accompagnements sur différents médicaments et notamment les opioïdes. Et puis également engager une réflexion sur voilà, le dynamisme de la rémunération des officines pour permettre finalement de préserver ce dynamisme tout en s'interrogeant sur le modèle économique général des officines. Donc voilà sur les quatre pans de l'analyse sur les produits de santé dans le cadre du rapport chargé produit. Merci beaucoup Grégoire pour cette présentation qui est extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est que quand la presse nous livre les 30 propositions, on n'a pas de hiérarchisation des priorités, alors que là, vous venez de nous donner une sorte de roadmap sur le rapport chargé produit qui va nous permettre justement de pouvoir continuer à travailler dessus et voir quelles sont les grandes priorités en termes de santé publique. Ça, c'est hyper important quand on voit la problématique des déterminants de santé. La question également, qui est une question qui chez Neil est extrêmement importante, puisque pour nous, les stratégiques, c'est la question du One Health, donc la santé globale. La transition écologique, ça fait partie des choses qui sont essentielles. Donc, toutes ces questions-là sont beaucoup mieux éclairées par votre présentation que le rapport, je dirais, en tant que tel, qui reste extrêmement bien écrit, mais qui reste un rapport papier, quoi. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir passer à moins que... Marguerite, vous voulez reprendre la parole ? Oui, pardon, je vous prie. En fait, on a fait une partie, il reste encore, mais on n'est pas obligé de l'aborder en présentation récemment. Dans les autres sujets qu'on n'a pas abordés, si vous souhaitez qu'on le fasse, il y a tout ce qui relève du numérique, de la téléconsultation. Oui, c'est très important. Je crois que vous avez parlé un peu de financiarisation avec Grégoire, mais évidemment, on peut y revenir.
Il y a toute la partie aussi sur l'accès aux soins, le recours aux urgences et le SAS, et puis les éléments qui sont un peu plus classiques, mais néanmoins importants sur l'efficience, c'est-à-dire à plus court terme, notamment les indemnités journalières et les transports. Mais voilà, je vous laisse nous dire éventuellement, pour qu'on ait le temps d'avoir des questions-réponses qui vous intéressent, pour que voilà, orientez-nous sur les questions et les sujets qui vous intéressent. Non, mais je pense qu'on peut les aborder, en particulier la question de la santé numérique. Il y a un travail qui a été remarquablement fait par l'assurance maladie, c'est le parcours de santé numérique des patients. Il y a une vraie réalité qui a été créée, et c'est intéressant de savoir d'abord où on en est sur le plan de ce dossier médical partagé tel qu'il existait auparavant et qui était complètement, on va dire, effacé par les nouvelles dispositions prises par la CNAM. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'on s'interroge tous sur la place de la téléconsultation, la place de la téléexpertise, la place de la télésurveillance, et la façon dont on peut prendre en charge dans les territoires de manière un peu différente que la façon traditionnelle, qui était simplement celle d'avoir recours à on va dire en présentiel, un professionnel de santé. Donc, alors, si vous pouvez nous éclairer sur la partie numérique, je pense que c'est très important. Alors, je fais un petit zoom sur la partie numérique. Donc, de mémoire, dans le rapport, on refait un petit bilan du déploiement de mon espace santé, de la feuille de route du numérique en santé, pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet. Donc, mon espace santé, c'est le carnet de santé numérique des Français, voilà, qui a vocation à être alimenté de manière automatique par l'ensemble des offreurs de soins. Et donc, cette alimentation automatique, elle est en train d'être mise en place grâce au Ségur du numérique en santé, qui est un investissement qui est fait auprès des éditeurs de logiciels pour qu'ils se conforment en fait à un certain nombre de règles d'interopérabilité. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un système de santé où tous les systèmes d'information sont interopérables, avec au milieu mon espace santé, c'est-à-dire le carnet de santé du patient, pour qu'il puisse récupérer en temps réel ces données et que ces professionnels puissent également consulter ces documents pour une meilleure prise en charge. Donc ça, c'est un peu la big picture sur ce que nous, l'État, on est en train de développer, et en lien avec les éditeurs de logiciels, pour que tous les professionnels de santé puissent alimenter de manière très facile mon espace santé. Alors, on est encore en cours de déploiement, et on va arriver là dans la phase où une majorité de professionnels auront un logiciel à jour, et donc pourront alimenter mon espace santé. Donc, les choses très intéressantes vont commencer à apparaître à compter de la rentrée. Le zoom qu'on fait en fait là sur le numérique, c'est en fait grosso modo pas les outils numériques que nous on développe, mais les outils numériques qui sont développés par tous les autres acteurs. Quand vous allez sur un mobile, sur le store de votre mobile, vous avez plus de 300 outils numériques qui sont disponibles sur le marché français. Donc c'est considérable. Et en fait, ce qui est intéressant sur le numérique en santé, c'est qu'en fait, c'est un produit de santé, et qu'un produit de santé un peu particulier. Sur un produit de santé classique, d'une certaine manière, il y a une barrière à l'entrée sur le marché. Quand vous êtes un médicament, vous devez passer un certain nombre d'étapes pour être autorisé à être dispensé sur le marché. La santé numérique, c'est le contraire. En fait, évidemment, il n'y a pas de barrière à l'entrée. On n'interdit pas des applications sur les stores. Et donc, aujourd'hui, les patients et les professionnels peuvent avoir accès à des tonnes d'applications sur leur téléphone mobile. Et en fait, ces applications-là, aujourd'hui, elles ne sont pas évaluées. Pardon. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, on va faire une démarche qui est en fait un peu l'inverse de ce qui est fait sur les autres produits de santé, où d'une certaine manière, on a le filtre se fait à l'entrée. Là, le filtre va se faire à la sortie. Donc, les applications, elles sont disponibles. Mais nous, notre responsabilité en tant que pouvoir public, c'est de dire, en fait, voilà les applications qui sont alors pertinentes, éthiques, et puis qui ont le cas échéant une amélioration, enfin qui permettent une amélioration du service médical rendu. Donc c'est évidemment un chantier énorme, et donc on va utiliser mon espace santé pour le faire, avec le référencement d'applications qu'on aura préalablement évaluées. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine d'applications qui sont
référencés sur mon espace santé avec un premier niveau d'évaluation qui est un niveau d'évaluation technique. En fait, les applications qui sont aujourd'hui référencées sur mon espace santé, ce sont des applications qui ont répondu aux critères de sécurité des données, d'interopérabilité, etc. Alors, ça paraît rien, mais en fait, c'est 150 critères et c'est très lourd parce que pour respecter les règles du RGPD en France, en réalité, c'est assez strict. Et donc, par exemple, des applications qui n'utilisent pas Google Analytics, il y en a très peu en France. Et donc, des outils numériques qui n'envoient pas vos données on ne sait où, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, c'est une première étape d'une certaine manière où on garantit aujourd'hui avec les applications qui sont disponibles sur mon espace santé, on garantit d'une certaine manière que ces applications-là, elles sont éthiques au niveau des données et de la manière dont elles fonctionnent du point de vue numérique. Les prochaines étapes, évidemment, il ne suffit pas juste pour une application qu'elle soit sécurisée en matière de partage des données pour être une bonne application en santé, évidemment. Et donc, les étapes suivantes, ça va être d'évaluer l'intérêt médical de ces différents outils numériques, sachant que des outils numériques, il y en a pléthore, 300 000, je le disais. Donc, la première étape que l'on a stabilisée dans le cadre de charge des produits, c'est de faire avec le GIE Sésame Vital une cartographie exhaustive de l'ensemble des outils numériques. Et donc, aujourd'hui, on a un écosystème français de la e-santé qu'on a réussi à cartographier. Et ensuite, au sein de cette cartographie, donc on a un certain nombre de catégories. Et pour chacune de ces catégories, on va regarder quel doit être le référentiel, à la fois médical, scientifique, en termes d'usage, de respect du parcours de soins, de pertinence au niveau des organisations territoriales. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on va construire. Et on commence avec la téléconsultation, puisque la téléconsultation, on a, en plus, j'allais dire, du référencement dans mon espace santé, on a la loi l'année dernière qui nous a permis d'écrire un premier référentiel sur la téléconsultation qui est en cours de rédaction. Mais sur la téléconsultation, on a maintenant une vision assez claire de ce qu'est une bonne consultation, de ce qu'est une moins bonne téléconsultation. Et donc, on propose un cadre pour labelliser les outils de téléconsultation qui sont des outils éthiques et qui garantissent à la fois une sécurité de la pratique pour les patients et puis une pertinence en matière d'organisation des soins. Donc, on fait un certain nombre de recommandations, notamment le fait d'encadrer la publicité, le fait de ne pas installer de télécabines dans les locaux commerciaux, le fait de respecter des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui vont sortir en septembre, etc., etc. Donc ça, c'est un cadre qu'on est en train de poser sur la téléconsultation, deviendra opposable aux plateformes de téléconsultation dans les prochains mois. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, j'allais dire vertical par vertical, donc ensuite la téléexpertise, les logiciels de prise de rendez-vous, les outils de e-parcours, etc. Donc, on prenne en fait chacun de ces champs-là et qu'on définisse avec la Haute Autorité de Santé, avec le cas échéant l'ANSM, le ministère, etc., le bon cadre pour le patient et pour le professionnel. Et ah oui, pardon, et juste une petite chose en plus, c'est de dire que effectivement, au regard de tous ces outils numériques aujourd'hui, ils vivent aujourd'hui sans remboursement. Il y en a pas, quasiment pas qui sont remboursés par la sécurité sociale. Nous, ce qu'on propose du coup, c'est de la labellisation, une labellisation qui permette en fait à l'utilisateur, que ce soit un professionnel ou un patient, d'être orienté dans le choix des outils qu'il va utiliser. Mais l'étape suivante, c'est quand même d'avoir des outils qui puissent être solvabilisés. Et on s'intéresse prioritairement aux innovations qui, pour nous, représentent le plus gros potentiel en matière de santé publique et d'efficience médico-économique, à savoir la santé mentale et l'intelligence artificielle. Et c'est deux champs sur lesquels on a des business models à trouver. C'est-à-dire que c'est compliqué, par exemple, sur le champ de la santé mentale, d'avoir des outils ou des applications qui soient largement diffusées aux patients sans qu'il y ait une aide qui soit apportée par les pouvoirs publics. Donc, on va expérimenter un pilote et on va catégoriser les innovations d'aide au diagnostic qui reposent sur de l'IA pour avoir justement une prise en charge, le cas échéant, par les pouvoirs publics qui soit un peu ciblée, et en tout cas d'avoir une aide au démarrage pour ces outils qui nous paraissent très, très prometteurs
pour la santé dans les 10 prochaines années. C'était la question que je voulais vous poser, c'est que c'est bien d'avoir cette créativité, cette force de l'innovation, et les startups françaises sont reconnues pour ça. Et la question mais mon micro n'était pas branché, c'était surtout celle à laquelle vous avez répondu, c'était la solvabilité d'un certain nombre de solutions. On voit qu'à l'heure actuelle, sur l'endométriose en particulier, on a des tests qui se mettent en place, on a beaucoup de choses qui peuvent se faire, et on a toujours cette problématique d'accès pour les populations, parce que les commissions de nomenclature, la commission des actes et tout ça prend du temps, et que tout ça pour les patients, en fin de compte, ça recule la possibilité d'être diagnostiqué. Ça peut faire en particulier de l'errance diagnostique. Je pense tout particulièrement à l'endométriose. Alors, on va passer maintenant à la question des questions, à moins que vous ayez encore un commentaire. Marguerite, je vous en prie. Non, on va prendre les questions, je vous en prie. Alors, la première question, c'est Anne de Dan qui la pose. Anne, tu peux mettre ta caméra et... Ça y est, Anne. Bonjour. Merci. Oui, ça c'est bon là. Bonjour, merci infiniment. En pratique, j'ai 2 petites questions. La première concerne la psychiatrie. Vous avez effectivement dit qu'on avait mon soutien psy, mais qui est très, 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 très loin du besoin, notamment à l'égard des jeunes dont les tentatives de suicide ne cessent d'augmenter, avec des délais de rendez-vous qui sont absolument colossaux, premier point. Et deuxième point, pardon, pour Monsieur Laganerie, là c'est sur le médicament. J'ai bien entendu tous les chiffres que vous avez donnés qui semblent indiquer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Or, sauf erreur de ma part, le LEB n'a visiblement pas cette appréciation, puisque les articles sortis sur le sujet montrent que, sauf erreur de ma part, 77% des médicaments, des patients n'ont pas accès aux médicaments innovants, et qu'il y a une dépêche de la Société d'immunologie qui fait des anticancéreux qui semble aussi démontrer que les résultats sont très, très différents de ce que vous dites. Donc, je ne mets évidemment pas en cause votre parole, mais comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Alors, Grégoire va répondre très bien à cette question. J'en doute pas. Donc, je commence. Non, mais très bien. Je m'y attendais presque. Mais alors ça. Oui. Et ça me paraît légitime comme interrogation, mais je pense que l'étude du LEM, qui se base sur des indicateurs weight européens, est quand même un peu différent dans le sens où, premièrement, elle intègre l'ensemble des médicaments, donc même les médicaments avec des ASMR 5, et donc les délais d'accès à ces médicaments-là ne reflètent pas exactement le délai d'accès à un traitement pour un patient. Donc on est face à une autre, je dirais, à une autre perspective dans ce rapport-là. Par ailleurs, sur la disponibilité, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'étude qui a été présentée, dans 2 tiers des cas, la non-disponibilité des produits est liée soit au fait que l'industriel n'a pas déposé de dossier, ou que lorsqu'il a déposé un dossier, son service médical rendu a été considéré comme insuffisant, donc non remboursable. Donc, quand on se remet sur un champ je dirais remboursable, on a une disponibilité des produits au proche de 85 à près de 90%, donc très proche de nos voisins européens. Donc je dirais qu'il y a aussi des limites dans les indicateurs, et c'est là où aussi nous, notre observatoire, on a voulu créer avec les institutions européennes qui sont nos partenaires, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, finalement avec les données qui sont des données institutionnelles, sur des produits qui sont clairement identifiés et qu'on liste dans notre étude, et qui ont été sélectionnés avec la Haute Autorité de Santé comme apportant un progrès thérapeutique, sur ces produits-là, qu'on ait des indicateurs objectifs et clairs. Donc, c'est le sujet. Et par ailleurs, il y a eu certes des tribunes, mais il y a aussi des tribunes, par exemple, de la Haute Autorité de Santé, qui est des experts de la Commission de la Transparence, qui ont bien expliqué pourquoi certains médicaments n'avaient pas eu accès, notamment anticancéreux, n'avaient pas eu accès au marché, notamment liés à des études cliniques qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc, voilà, je pense qu'en effet, il y a un débat, mais c'est aussi pour ça qu'on crée cet observatoire-là, c'est pour, en toute transparence, fournir des données au public qui peut s'en saisir, et à la presse également qui peut s'en saisir, et faire finalement le tri entre des objectifs différents, parfois de différents indicateurs. Richard. Oui, bonjour. Oui, bon, vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui. Je suis journaliste France 2 et je travaille sur une grosse enquête concernant l'obésité
et notamment la discrimination de l'obésité. Alors vous allez me dire, ce n'est pas un sujet santé, et pourtant, lorsqu'on regarde l'accès aux soins des personnes obèses, il n'est pas du tout satisfaisant en France. Donc j'aimerais savoir de façon concrète, qu'est-ce que vous comptez faire pour permettre à ces gens qui sont malades, alors qu'on ne considère pas que c'est une maladie, qui sont malades, d'avoir accès, comme nous tous, d'avoir un libre et égal accès aux soins, quel que soit l'endroit du territoire. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, l'obésité morbide, on arrive à la détecter, en tout cas dans nos données, quand elle est au stade le plus grave. Les actions qu'on a conduites jusqu'à présent, c'était des actions qui se situaient plutôt en amont, notamment sur la prévention de l'obésité. Avec notamment un programme qui s'appelle Mission Retrouve ton cap, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un accompagnement pluridisciplinaire pour les enfants qui sont à risque d'obésité. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Peut-être sur l'obésité, je peux juste parler de l'accompagnement. Merci. Non, je t'en prie. C'est vrai qu'il y a quand même je pense qu'il y a une prise en charge aussi médicamenteuse pour les patients. Voilà, on a l'arrivée de Wegovy et c'est vrai que on a des produits qui pourraient être indiqués dans la perte de poids notamment. Est-ce qu'on indique dans le rapport chargé-produit? C'est ce qui est important, c'est que ces médicaments-là, on accompagne finalement la mise sur le marché de ces médicaments-là pour qu'ils puissent bénéficier. D'ailleurs, c'est ce qu'avait souligné la mission obésité, c'est-à-dire pour qu'on puisse permettre aux patients de bénéficier de ces traitements-là, il faut que l'assurance maladie se mobilise pour accompagner la bonne utilisation de ces médicaments et que on évite finalement les détournements qui pourraient être liés, donc vraiment pour pouvoir se focaliser sur la population qui en a réellement besoin et éviter également, puisqu'on l'a vu sur d'autres molécules, des ruptures qui sont en fait qui se font au détriment des malades. C'est le cas par exemple d'Ozempic pour les patients diabétiques. Et donc en tout cas sur les traitements médicamenteux, on a cette proposition dans le rapport chargé des produits d'accompagner l'arrivée de ces médicaments pour la perte de poids pour vraiment permettre aux patients qui en ont besoin d'en bénéficier en toute sécurité. Et ensuite, plus généralement, je pense que dans la question que vous posez, donc il y a effectivement les soins pour ces personnes-là qui sont en lien avec leur maladie ou qui ne sont pas en lien avec leur maladie. Et donc, le cas échéant, c'est vrai qu'on se rapproche des questions qu'on se pose nous sur plus généralement l'accès aux soins pour les personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins, soit parce qu'elles sont en situation de handicap, soit parce qu'elles sont en situation de dépendance. Et vous avez raison, il y a un sujet également sur les discriminations liées à l'obésité. Donc, ça fait partie des travaux qu'on conduit par ailleurs sur l'accessibilité des soins. Et alors, on n'a rien cette année de spécifique là-dessus dans Charge des produits, mais c'est effectivement un sujet très important sur lequel on progresse sur le handicap et les personnes dépendantes, sans doute insuffisamment encore sur d'autres types de discrimination aux soins. Merci. Merci Richard pour cette question parce qu'elle est vraiment hyper importante pour tout ce qui concerne le mécanisme fondateur de l'assurance maladie, qui est celui de la solidarité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser une population de côté pour un critère quel qu'il soit. Mais il faut reconnaître quand même, je parle là sous le contrôle de Jean-Paul Ortiz qui pose une question dans pas longtemps, que l'obésité n'a jamais été considérée comme une maladie en tant que telle. Donc il faut déjà lui définir un cadre nosologique pour arriver à faire en sorte qu'elle puisse être prise en charge de manière globale, et c'est un peu ce que souhaite d'ailleurs l'association d'Anne-Sophie Joly autour de cette pathologie qui est une vraie maladie. Alors on passe ensuite à la question de Josette Guignot. Vous vous présentez, Josette, parce que je ne vous connais pas. Oui, je crois que ma caméra ne marche pas, je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Ah, ça remarche, je crois. Bonjour, je suis la directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Voilà, et par ailleurs, dans une autre vie, en parallèle, conseil indépendant auprès des complémentaires santé. Ma question était revenir sur la partie gestion du risque sur deux thématiques. La première, que vous n'avez pas eu le temps, je crois, d'aborder, mais qui me semble essentielle, c'est la lutte contre la fraude et les abus de facturation. Et la deuxième, donc partie sur la gestion du risque, sur ce
que, alors vous avez très bien décrit ce que vous allez faire en termes de dépistage, sur ce qui va être continué de faire dans la prévention tertiaire. On a eu cette année, enfin, la prise en charge de manière générale de la télésurveillance. C'est quoi les coups d'après? Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la prise en charge tertiaire, il y a effectivement la télésurveillance, mais la télésurveillance, elle s'inscrit. Alors, c'est évidemment une petite révolution, hein, puisque la télésurveillance, comme vous le savez, on n'a pas encore de données cliniques qui nous permettent d'établir qu'il y a un vrai service médical rendu, mais on a quand même tous l'intuition que il faut investir, et donc c'est la raison pour laquelle ça a été généralisé. Donc, on fera un point sur la base d'études cliniques dans au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. Mais effectivement, la télésurveillance, elle fonctionne. Et de manière générale, la prévention tertiaire pour les patients atteints de pathologies chroniques dans un cadre qui est un cadre global. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait sur les parcours. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué sur le diabète et ce qu'on a fait sur l'insuffisance cardiaque. L'objectif, c'est d'arriver à construire un parcours de soins sans rupture pour le patient. Mais donc, ça, vous voyez bien ce que c'est, hein, c'est-à-dire d'arriver à le dépister le plus tôt possible, lui permettre d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire en ambulatoire pour éviter qu'il y ait une décompensation ou une crise aiguë qui nécessite une hospitalisation. Et dans les cas où il y a hospitalisation, d'assurer un retour à domicile qui soit le plus pertinent possible. Et en fait, on se rend compte que ça repose effectivement sur des outils du numérique, etc., mais pas que. Ça repose aussi sur de l'organisation territoriale, et donc sur les CPTS, sur leur capacité à travailler avec les établissements de santé, sur la connaissance aussi qu'ont les acteurs de santé de la réalité de leur territoire. Et donc, on va travailler, l'objectif à 5 ans de l'assurance maladie, c'est de travailler sur 5 grandes pathologies cardio-métaboliques pour que sur ces patients-là, qui sont les principaux patients avec plusieurs comorbidités, on puisse avoir un parcours, entre guillemets, sans couture, qui évidemment intègre de la télésurveillance quand c'est nécessaire, intègre aussi de l'APA, ça fait partie des recommandations de cette année quand c'est nécessaire. Et puis en fait, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées pour ces patients, pour une prise en charge pertinente, voilà, tout au long de leur maladie. Et alors, je vous prie de m'excuser sur votre première question, c'était sur… Alors en fait, donc le deuxième volet de la gestion du risque sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est la partie, oui voilà, la partie lutte contre les abus de facturation et la fraude. Ouais, alors sur la fraude, donc vous avez dû voir quand même que l'assurance maladie est très active sur la lutte contre la fraude, qu'on publie maintenant de manière assez offensive les résultats de nos différentes enquêtes, et puis les différentes procédures en cours. Il y a eu des contrôles sur l'ensemble des centres de santé dentaire optique qui présentaient des anomalies. On continue. On a maintenant des dispositions qui ont été simplifiées, législatives, pour pouvoir, entre guillemets, arrêter tout de suite le remboursement, et puis avoir des process qui, au pénal, vont également plus vite. Donc, on est assez bien outillé maintenant sur la partie aval. Autrement dit, pour la fraude organisée, pour laquelle il y a des grosses atypies qu'on peut repérer, on a maintenant l'arsenal qui fait que ça ne dure pas 5 ans, 6 ans, 7 ans, puisque c'était le cas avant. L'enjeu maintenant, et vous l'avez dit, hein, c'est la bonne facturation, la juste facturation. Alors ça, c'est pas nécessairement de la fraude. On a aussi des nomenclatures qui sont super compliquées. Donc pour les professionnels de santé, c'est pas toujours facile d'arriver à coder correctement. Et donc là, on mise beaucoup sur l'accompagnement ab initio, en fait, des professionnels de santé au moment de leur installation. Et on a mis en place un programme pour les infirmiers qu'on est en train d'affiner. Et une fois qu'il sera totalement performant, on le déploiera aux autres professions, qui consiste à avoir une vraie formation à la nomenclature et à la facturation au moment de leur installation, un contrôle à blanc au bout de 3 mois et un contrôle au bout d'1 an, avec à chaque fois un décryptage avec l'assurance maladie des erreurs qui ont été faites, sachant que pour l'instant, on a démarré tout juste le dispositif, mais on se rend compte qu'à 1 an, on a encore 25% d'erreurs de facturation sur la population auprès de laquelle on a travaillé. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on améliore à la fois, nous, la partie pédagogique, et puis sans doute aussi
qu'on change des éléments dans la nomenclature pour que celle-ci soit plus digeste, parce qu'il y a sans doute aussi des problèmes d'appropriation de la nomenclature. Philippe Auvray. Philippe, tu veux poser des questions? Oui, bonjour. Philippe Auvray, directeur d'établissement de dialyse en Provence et pharmacien à l'origine. Je me réjouis des actions que vous mettez en place de prévention par rapport au diabète, gros pourvoyeur de maladies rénales, comme vous l'avez rappelé, madame, en début de votre intervention. Il serait peut-être intéressant et fort judicieux de développer également un plan de prévention par rapport à la maladie rénale et l'insuffisance rénale. Vous le savez mieux que moi, c'est une maladie qui coûte cher, puisque si je ne me trompe pas, c'est la maladie chronique ramenée à l'individu qui coûte la plus cher dans notre beau pays. Donc, si on pouvait, c'est super de faire quelque chose sur le diabète. Si derrière, vous pouviez continuer sur la maladie rénale, c'est un combat que je mène depuis plus de 15 ans et ce serait bien qu'on puisse avancer. La deuxième chose, je me réjouis que vous développiez l'activité physique adaptée pour les patients diabétiques. C'est une excellente démarche. On sait tous à quel point c'est extrêmement intéressant. J'espère simplement qu'en étant directeur d'un centre de dialyse, tous les patients dialysés qu'on peut et qu'on prend en activité physique adaptée et qui sont diabétiques, je pourrais développer cette activité et que la maladie, le fait qu'ils soient dialysés n'empêchera pas, parce qu'ils sont diabétiques, de bénéficier des plans que vous êtes en train de développer, dans lesquels on peut tous se réjouir. Voilà les deux remarques que je voulais vous donner. Et merci pour vos explications. Merci à vous pour votre question. Alors, c'est un peu ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est vrai que, en fait, l'enjeu à la fin, c'est qu'on arrive à avoir une prise en charge complète, pertinente. Excusez-moi, est-ce que je cherche quelqu'un à faire. Vous m'entendez ou pas? Oui, de temps en temps, il y a des problèmes de réseau, mais on vous entend. Ok. Et donc, l'objectif, c'est bien qu'on arrive à aborder l'ensemble des pathologies cardio-métaboliques. Et donc, on a toutes les pathologies cardiaques, le diabète, on a l'insuffisance rénale, il y a la DPCO qui est quand même une comorbidité fréquente des autres pathologies. Et donc, on est en fait, globalement, qu'on arrive à appréhender ces pathologies de manière globale, puisque souvent, en fait, le patient, lorsqu'il est malade, il est souvent à risque avec l'une de ces pathologies, comme vous l'avez très bien dit, pour les patients diabétiques, d'avoir une insuffisance rénale, etc. Et donc, on voit bien que tout ça fait système. On a démarré, nous, sur la partie insuffisance cardiaque, sur la création du parcours. On avance sur le diabète, mais l'objectif, c'est qu'à 5 ans, on ait couvert la totalité de ces pathologies cardio-métaboliques, et donc évidemment l'insuffisance rénale. On va commencer là à aborder de manière à couvrir par l'intermédiaire finalement des patients qui portent une comorbidité d'un point de vue cardiaque ou d'un point de vue diabétique, mais l'objectif est bien qu'on arrive à avoir un parcours ad hoc sur l'insuffisance rénale et puis sur les maladies rénales chroniques, et que d'ici 5 ans, on ait un parcours global pour ces patients qui en fait souvent sont les mêmes patients. Et donc l'objectif n'est pas de saucissonner évidemment les différents parcours, mais bien d'avoir une prise en charge globale de ces patients qui nécessitent à la fois un dépistage fréquent, un suivi hyper régulier, de la télésurveillance, de la PIN, de l'accompagnement motivationnel comme ce qu'on fait avec Sophia pour les patients diabétiques, etc., etc. En fait, on a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, et donc c'est ça qu'on essaie de construire et qu'on va étendre à toutes les pathologies chroniques. Merci beaucoup pour ces précisions, c'est hyper important ça. D'ailleurs, j'étais un peu surpris, vous n'avez pas fait dans le rapport charge et produits, ou je ne l'ai pas vu, ou je suis peut-être... mais la place des IPA, qui pour nous, nous semble être un acteur nouveau dans le système de santé et extrêmement complémentaire avec les autres acteurs, elle n'est pas particulièrement mise en avant. Est-ce que je me trompe ou Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas particulièrement parlé cette année. De mémoire, on avait fait un chapitre sur le sujet l'année dernière. En tout cas, les IPA, pour les IPA libérales, on a signé l'année dernière un avenant avec les syndicats d'infirmiers qui permet de revoir totalement leur modèle économique lorsqu'elles sont installées en libéral. Et puis par ailleurs, on pousse de plus en plus pour qu'il y ait des IPA qui viennent en appui de structures coordonnées, de maisons de santé, de centres de santé, etc. Donc oui, elles ont totalement leur place, et c'est vrai que les premières
équipes de soins spécialisées qui sont nécessaires sur la construction de ces parcours qui existent fonctionnent presque toutes avec des IPA. Jean-Paul, tu voulais poser une question. Et ensuite Philippe, et après, c'est au bon vouloir de Marguerite et de Grégoire de savoir si on peut garder notre heure et demie et aller jusqu'à 19h45. Ça ne vous dérange pas? C'est très gentil à vous. Jean-Paul. Oui, merci. Bonsoir Marguerite, bonsoir Grégoire. Dans le rapport chargé-produit, vous dites que vous voulez réguler le salariat dans les zones surdotées. Alors, ça m'a été interpellé parce que les zones surdotées, est-ce que ça veut dire que cela ne s'adresserait qu'aux professionnels de santé sur lesquels il y a déjà des définitions de zones surdotées, ou est-ce que la CNAM va se lancer dans une définition de zones, en tout cas mieux dotées que d'autres, pour les médecins qu'elle qualifierait de surdotées? Ça, c'est ma première question un peu précise. Et le corollaire de ça, c'est je suis resté sur ma faim en chargé produit sur la perspective conventionnelle, mais ça, vous le savez, tant en termes de délai qu'en termes de projet. Et le deuxième volet que je voulais aborder, c'était sur la financiarisation. On en a un tout petit peu parlé avant que vous arriviez, Marguerite, parce que vous créez un observatoire, c'est très bien. Ça fait bien longtemps qu'à la CSMF, on a dénoncé la financiarisation du système de santé, en particulier avec la propriété des cliniques, qui a complètement échappé aux médecins et aux chirurgiens. Comment voyez-vous l'avenir? Et c'est urgent, parce qu'un observatoire, moi je crains que un grand homme politique disait en France, quand il y a un problème, on crée une commission. J'ai un peu tendance à penser que ça risque d'être la même chose sur un secteur qui est extrêmement sensible, qui a déjà touché les établissements de soins avec toutes les conséquences qu'on commence à voir. Le secteur biologique est en train de s'attaquer à la radiologie, à l'anapat, et bientôt à l'offre de première ligne des soins primaires. Donc je pense que là, il y a vraiment une urgence et je ne suis pas sûr que le ton soit à celui d'un observatoire, mais plutôt à celui de décisions énergiques pour éviter ces dérives. Merci. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, je vais démarrer par ta deuxième question. Sur la financiarisation du système de santé, en fait, tout le monde en parle, mais tout le monde en parle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, même, on a eu, il y a beaucoup d'économistes de la santé, par exemple, qui en parlent, mais en fait, quand on a, nous, essayé de regarder ce qu'ils avaient publié, en fait, il y a quand même 0 publication. Et donc, nous, on a fait ce travail-là, qui est un travail, honnêtement, qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je vous invite, en tout cas pour tous ceux que le sujet intéresse, je vous invite à lire cette partie-là, puisqu'en fait, elle se situe au-delà des compétences de l'assurance maladie. Puisque, en fait, la financiarisation du système de santé, c'est quoi? C'est des montages financiers extrêmement complexes avec des fonds d'investissement, des rachats, etc. Donc, j'allais dire, nous, du côté de l'assurance maladie, si on observe simplement les dépenses, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et donc, on est allé chercher pour comprendre ce qui s'était passé. C'est des études économiques extrêmement fines, des analyses du marché. Et donc, on a travaillé pendant 1 an pour faire émerger l'étude qui est dans le chargé produit, donc qui fait le bilan de ce qui s'est passé sur la biologie, de pourquoi il y a eu à un moment donné une bulle spéculative, comment effectivement sur la radiologie il y a un risque que ça puisse apparaître. Donc on a fait un bilan très exhaustif et je le redis sans polémique, mais les économistes de la santé disaient beaucoup que c'était mal la financiarisation, mais enfin personne s'était remonté les manches pour aller sortir les chiffres. Donc, on l'a fait et ça nous a pris beaucoup de temps. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que finalement, en fait, la santé toute seule, elle ne peut pas y arriver. On a besoin de, quand on a des fonds d'investissement qui ont des stratégies d'investissement de court terme, parce que en fait, d'avoir des fonds privés, c'est pas un problème en soi. Ça permet de financer le système de santé, d'avoir davantage de financement, de pouvoir financer l'innovation. Ce qui est problématique, c'est quand on est dans une logique spéculative, c'est-à-dire d'achat et de revente des parts à court terme, avec une logique de plus-value déconnectée de la valeur réelle qui est créée. C'est ça, en fait, le sujet. Et en fait, pour ça, nous, on a besoin
d'avoir des économistes qui sont hyper spécialisés, des gens qui puissent observer les marchés financiers, etc. Donc, en fait, cet observatoire, il est super important parce que par ailleurs, on a en face de nous des acteurs qui bougent très, très vite et il faut des vrais experts. La deuxième chose, c'est qu'on ne propose pas uniquement un observatoire, on propose aussi une mission de contrôle parce qu'en fait, aujourd'hui, les SEL, toutes les sociétés libérales, il y a déjà un cadre qui s'impose à elles. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte en creusant finalement le sujet sur les différents secteurs, c'est que la raison pour laquelle il y avait eu aussi un phénomène de spéculation, c'est que les règles qui s'appliquaient au SEL, elles avaient été contournées. Et donc, le sujet, ce n'est pas uniquement de poser des règles, ce que l'Observatoire fera, mais c'est aussi d'avoir des acteurs qui sont en mesure de contrôler le respect de ces règles. Et je veux dire, l'ARS, elle n'a pas les compétences, mais pas... Elle n'a pas les compétences, les moyens, etc., pour aller contrôler, pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue financier derrière un rachat, etc. Et donc, nous, derrière, l'objectif, c'est aussi d'avoir une mission de contrôle, c'est-à-dire une mission nationale avec la justice, l'économie et la santé, et qu'on puisse conduire des vrais contrôles auprès des différentes entreprises pour lesquelles on soupçonne qu'il y a eu un contournement de règles pour pouvoir immédiatement, le cas échéant, engager des démarches judiciaires si nécessaire. Donc, on a bien les deux volets, le volet observatoire et le volet action. C'est juste que le volet action, on se rend compte qu'en fait, on a besoin d'avoir des gens dont c'est le métier quoi, de faire ça. Que nous, on ne peut pas le faire tout seul avec nos petits bras. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va le faire et notamment, vous le savez, il y a une ordonnance qui vient de sortir qui permet de protéger l'indépendance professionnelle en partie et donc qui rebat un peu les cartes des principes de gouvernance des SEL, etc. Mais encore faut-il derrière que ça soit correctement appliqué. Donc c'est pour ça qu'on a bien on a besoin des deux choses, de l'observatoire et de la mission, et donc on propose de les lancer concomitamment. Pourrait-on imaginer que les professionnels de santé, je pense en particulier aux médecins, puissent solliciter cette mission de contrôle ? Bien sûr, exactement, bien sûr, absolument. C'est bien l'objectif, quoi. C'est d'avoir une entité qui soit spécialisée et qui puisse être sollicitée au cas par cas dès qu'il y a un soupçon émis par un professionnel de santé, une ARS, l'assurance maladie, etc. Pour répondre à ta première question en fait, on a fait toute une partie pour faire un état des lieux du zonage des différents professionnels de santé, sachant qu'il y a quand même beaucoup de professions de santé libérales qui aujourd'hui sont régulées, c'est-à-dire pour lesquelles il y a des zones qu'on appelle 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut un départ pour avoir une installation. C'est le cas aujourd'hui des kinés, des infirmiers, des sages-femmes, j'ai un trou sans doute des orthophonistes. Il y a d'autres professions pour lesquelles on recommande de mettre en place ces zones qu'on appelle 1 pour 1 dans les prochaines années. Mais au-delà effectivement de cette régulation, en fait, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'il n'y ait pas de possibilité de contournement. Or, évidemment, comme vous avez des... Un bisou, maman. 2 minutes. Vous avez la possibilité... Désolée. Vous avez la possibilité par exemple, sur le dentaire, on ne peut pas mettre en place de la régulation 1 pour 1 pour les dentistes dans les zones très surdotées. Dans les zones très surdotées, parce que... Pardon. En fait, on ne peut pas... Mais attendez, c'est ça le direct, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. On ne peut pas mettre en place de régulation sur les zones très surdotées, par exemple sur le dentaire, parce qu'en fait, il y a les centres dentaires, les salariés. En fait, pour un centre dentaire, il a la possibilité de salarier des dentistes. Et donc, lui, en fait, le centre dentaire, il ne serait pas soumis à cette régulation, alors même que les libéraux, ils seraient soumis. Et donc, vous avez les mêmes phénomènes aussi avec des kinés, des infirmiers qui peuvent salarier dans des zones 1 pour 1, qui peuvent salarier des professionnels qui eux-mêmes ne sont pas comptabilisés. Et donc, d'une certaine manière, on a mis des règles qui sont des règles qui peuvent être contraignantes sur certains territoires pour certains professionnels. L'objectif, c'est qu'il y ait une équité de traitement et qu'il n'y ait pas de contournement d'une certaine manière de la règle ou de concurrence déloyale par des modes salariés qui ne sont pas aujourd'hui comptabilisés comme étant des installations. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Désolée pour la petite interruption. Non, l'interruption est tout à fait normale. C'est l'heure aussi d'aller dîner pour un certain nombre de nos jeunes auditeurs.
Dernière question, c'est pour Philippe. Je suis désolé pour Michel et Imad, mais chez Neil, on essaie de respecter les horaires. Et donc là, voilà, Philippe, tu as la parole. Ce sera la dernière question qu'on prendra. Merci, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce fond d'écran, mais il est ludique. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ce rapport était très dense et avait énormément de choses qui ouvraient des perspectives très intéressantes. Je vais me consacrer sur la profession de pharmacien. Il y a beaucoup de choses en prévention et nous aurons l'occasion de les revoir dans le prochain avenant conventionnel qu'on va commencer à travailler à partir de l'automne. Je vais pas revenir sur ce truc-là. Il y a quelque chose qui on va dire, qui est vraiment décoiffant. De ma lunette, on a beaucoup discuté dans les années passées. C'était même une partie de la campagne présidentielle de 2017 de la dispensation à l'unité. J'ai toujours trouvé que ce n'était pas une mesure intéressante. Là, dans la perspective de l'écologie, vous avez ouvert une voie qui est décoiffante, qui est le fait de réutiliser les médicaments non utilisés dans le but donc à la fois de lutter contre le gaspillage. Là, pour le coup, je suis d'accord, ça marche. Et d'autre part, pour éviter qu'ils aillent un peu partout. Ça pose évidemment d'énormes questions, d'énormes sujets de traçabilité, de contrôle de la matière médicament quand elle revient à l'officine pour vérifier qu'elle est bien réutilisable pour quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert à la deuxième lecture du rapport et du coup sur lequel je veux bien vous entendre. En tout cas, je suis partant comme toujours pour y travailler et puis on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Oui, Grégoire ou Marguerite? Oui, tout à fait. Alors, on a parlé des produits de santé, donc ça peut aussi concerner les dispositifs médicaux, mais c'est vrai qu'on a fermé la porte à aucun produit de santé, et notamment les médicaments. Alors, ça pose un certain nombre de questions, et comme vous l'avez dit, sur la traçabilité, et notamment, on a nos sujets sérialisation, qui sont des vrais sujets dans le cadre des médicaments. Mais en tout cas, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet de vider les armoires, ou en tout cas de vider les armoires soit à pharmacie et les armoires pour les dispositifs médicaux tout court des assurés, et d'essayer de remettre dans le circuit certains dispositifs médicaux ou médicaments qui pourraient être réutilisés. Là où nous, on y voit forcément un avantage, c'est que ces dispositifs pourraient être vendus à un prix qui serait différent. Donc voilà, c'est tout un circuit à inventer. Je pense que typiquement, l'idée, c'est de mettre déjà de mettre l'idée au débat et d'en discuter avec les acteurs. Ensuite, de discuter, peut-être de prendre des exemples, d'essayer d'abord de se focaliser sur certains dispositifs médicaux, je pense, qui seraient les premiers, les plus justifiés à bénéficier de ce type de dispositif, et ensuite travailler, mais je pense plus à moyen terme sur la partie médicaments, parce que je pense qu'il y aura des évolutions réglementaires, législatives, voire européennes sur ces sujets-là. Mais en tout cas, je pense que l'idée de réutiliser des produits de santé qui sont chez les assurés, qui n'ont jamais été utilisés, je pense que voilà, ça paraît dans l'air du temps. Et donc, en tout cas, ravi d'apprendre que vous êtes partant pour travailler avec nous sur ce sujet. Je pense que ce sera un chantier qui sera un chantier extrêmement intéressant à suivre. Permettez-moi de penser quand même qu'il faut privilégier l'accès aux médicaments plutôt que savoir si on va récupérer des médicaments qui sont non utilisés. Je pense que c'est surtout ça la mission commune de tous les professionnels de santé de l'assurance maladie, c'est de faire en sorte que l'accès soit le meilleur possible et le plus fluide possible pour tous les patients qui en ont besoin. Je voulais terminer un peu par là en vous disant que vraiment, Marguerite et Grégoire, vraiment merci de votre participation, de ces réponses qui sont des réponses tellement plus simples à écouter quand on vous a en face de nous
que simplement de lire un rapport qui est un rapport absolument essentiel, mais il faut quand même avoir le temps de le lire. C'est pas toujours évident. Quand on est consultant, on a le temps, mais quand on est professionnel de santé au fin fond des territoires, c'est pas simple. Donc, ce café-nil, j'espère qu'il va trouver de votre part un intérêt et qu'on continuera, comme on dit dans la presse, on continuera le marronnier et que tous les ans, vous viendrez nous le présenter. Et puis encore merci à tous d'avoir participé à ce Café-Nil parce que ça montre aussi l'intérêt des professionnels de santé, des patients, des élus, de toute la communauté de ceux qui font la santé en France. Il n'y a pas que les professionnels. L'intérêt sur l'évolution du système, la façon dont on voit sa refondation qui va devenir essentielle. Et puis la façon dont on voit également poindre un certain nombre de mesures qui vont aller dans le sens d'une santé plus globale et d'une santé qui intégrera en particulier plus la prévention, comme vous l'avez signalé, qui, à mon avis, est quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà, merci encore. C'était vraiment... Merci à vous, merci infiniment. Je vous prie encore d'excuser mon retard au démarrage et les interventions de mon fils, mais on a passé un très bon moment avec Grégoire et donc on sera ravis d'être réinvités l'année prochaine pour présenter notre futur rapport. Et puis, le cas échéant aussi, si vous souhaitez qu'on refasse des zooms sur certains sujets qui n'ont pas pu être abordés, on est à votre disposition, y compris sur le déploiement des propositions que l'on fait. Et je vous invite, si vous avez la flemme de lire les 300 pages, on a une petite synthèse de 24 pages qui est beaucoup plus digeste et qui vous permettra d'aller picorer dans le rapport les études qui vous intéressent le plus. Merci encore et puis très bonne soirée à tous.